À tous, rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Je suis ravie d'être avec vous pour continuer à discuter, à échanger, à nourrir les imaginaires sur la scène forum. On va parler de finance ce midi, financer un restaurant, entre éthique et rentabilité, voir comment on peut naviguer entre ces deux voies et peut-être les conjuguer parfois. Un restaurant, est-ce que c'est finalement une start-up comme une autre? Pour ouvrir, se développer, obtenir des financements, certains se tournent vers des investisseurs ou des business angels que l'on croyait cantonnés au secteur de la tech. Est-ce que c'est possible d'être rentable en se passant de levée de fonds? Comment est-ce qu'on gagne sa vie aujourd'hui quand on ouvre des restaurants? Vaste sujet qu'on va explorer en 45 minutes. Comme d'hab, je vous laisserai le micro à la fin, sur les 10 dernières minutes. Donc, n'hésitez pas à réfléchir dès maintenant à vos questions que vous aimeriez poser aux invités. En les personnes de Ariane Delmas, merci d'être avec nous. Tu es cofondatrice des Marmites Volantes et coprésidente de la communauté écotable. Tout à fait, bonjour. Graphie Ratamoan, tu es cofondatrice de P&Y Burger. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Et Laurent Plantier, fondateur de French Food Capital. Merci d'être là. Pour commencer, je voulais un peu planter le décor avec toi, Laurent, et bien comprendre quelles sont les possibilités pour financer son restaurant aujourd'hui, pour celles et ceux peut-être dans la salle qui voudraient le faire et se lancer dans cette grande aventure. Un micro juste là. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de travailler et d'être un gentil investisseur, j'étais un restaurateur. Donc j'ai 18 ans d'expérience dans la restauration. J'étais l'associé d'Alain Ducasse et on a développé une entreprise dans laquelle, à un moment donné, on est allé chercher des associés puisqu'on avait besoin de capitaux et les banques nous prêtaient plus. Donc le plus important, c'est de comprendre que vous soyez clair sur vos objectifs et ce que vous recherchez. Puisque selon ce que vous recherchez, il y a une différente typologie d'investissement qui est mieux adaptée à votre besoin. Si vous n'avez pas envie de partager, si vous n'avez pas prévu de faire des profits ni de gagner de l'argent, et ce que vous voulez faire, c'est le plus beau restaurant du monde, d'après moi, il faut aller chercher un mécène. Alors il faut trouver le mécène. C'est un peu comme la licorne, c'est assez difficile à trouver, mais parfois, ce n'est pas un financier. On a l'impression qu'on cherche un associé, mais un associé, on partage avec lui, on partage de l'information, on partage des bénéfices, on partage des joies, on partage des peines. Mais si ce n'est pas ce que vous êtes prêt à faire, ça veut dire que vous n'êtes pas encore mature, votre projet n'est pas adapté à aller chercher un financier. Donc, contentez-vous de trouver un mécène. C'est une première étape. La deuxième étape, bien sûr, c'est les amis et la famille. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par financer un restaurant. Ils vous connaissent depuis longtemps. Et ils vous ont vu en tant que chef, en tant que restaurateur, agir. Ils ont confiance en vous. Donc déjà, avoir la capacité de convaincre les gens qui sont autour de vous, c'est déjà une première étape. Ensuite, quand vous avez un projet, vous avez déjà du chiffre d'affaires, vous voulez faire un deuxième restaurant, la banque vous a accompagné, elle a vu votre capacité à générer, à rembourser le crédit. Donc vous allez vous adresser à votre banque, puisque vous n'avez pas envie de partager les fruits de votre travail forcément et de la réussite avec un associé. Et c'est quand vous avez un vrai projet de développement qui va nécessiter des capitaux, parce que vous allez avoir envie d'aller vite, loin, très rapidement, bien là vous allez chercher un fonds d'investissement qui va vous accompagner dans cette démarche. Et dans la restauration, il y a souvent des fonds, puisque le retail, les capex sont importants. On a besoin de capitaux pour ouvrir plusieurs restaurants. Et les fonds sont adaptés à ça. Donc nous, on accompagne Nouvelle Garde, par exemple, qui est une chaîne de brasserie. Et bien sûr, au départ, ils en avaient une. Ils se sont débrouillés seuls. Quand ils ont commencé à ouvrir la deuxième, avec l'ambition d'en faire une dizaine, ils savaient que s'ils voulaient faire ça rapidement, en quelques années, ils ne pourraient pas le faire tout seuls et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les accompagner et qui va les aider à financer, mais qui partage avec eux. Bien sûr, on est associé, on n'est pas un banquier. Donc on se parle, on échange. J'ai dit, on partage des joies, parfois on partage les peines. Et on est là pour soutenir l'entreprise et c'est qu'elle se développe rapidement. Voilà, donc il y a tout un panel.
Parfait, bah, comme ça, Je peux parler pendant 1 heure, il faut me couper. Hein. Oui, oui, c'est mon travail, ne t'en fais pas. Graphie, de ton côté, parmi ces solutions, parmi ces options, comment tu as fait pour déjà le premier PNY et aujourd'hui c'est 14 restaurants. Donc est-ce que tu as opté pour les mêmes stratégies de financement? Raconte-nous. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend avec le brouhaha. Vous me dites, hein. Ouais, voilà. Déjà, Laurent, tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Je pense que la première chose à faire, c'est un BP qui reflète un business plan. Ouais. Pardon, un business plan qui reflète ce que vous voulez faire, la vision que vous avez du business que vous voulez créer. Simplement, la chose importante quand vous faites le BP, c'est de faire quelque chose de réaliste. Et ça, c'est pas du tout évident parce que quand tu te lances et que tu viens d'avoir ton idée et que tu te lances, tu es un peu en lune de miel avec ton idée. Et donc, c'est un peu comme quand tu rédiges ton contrat de mariage avant ton mariage. Tu te dis que tout va bien se passer, que le divorce, c'est pour les autres. Moi, ça va passer dans tous les cas. Et en fait, il faut réussir à se réfréner de tout ça et vraiment faire un BP le plus réaliste possible. Et même en vous disant ça, il ne le sera pas. Donc voilà. Et je pense qu'une fois que tu as ton BP qui est bien établi, tu vas chercher le financement qui correspond, déjà le type de financement qui correspond à ce que tu veux faire. En fait, tu ne vas pas aller chercher le même type d'investisseur selon que tu veuilles faire quelque chose de, comme disait Laurent, quelque chose de... plutôt aller faire les choses vraiment très très bien, tu vas aller chercher plutôt quelqu'un qui est sur une vision très long terme, qui ne va pas chercher un retour sur investissement en 3 ans, qui est parti avec toi pour 10-15 ans. Et inversement, si toi, ce que tu as envie de faire, c'est du gros maillage, un roll-out sur la France, à l'international, etc., là, en effet, tu vas aller chercher des fonds... plus gros, mais aussi plus risqué par ailleurs. Mais bon, bref, je pourrais parler long. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu as choisi? Nous, dans notre cas, au départ, on a fait purement de la dette bancaire. Dette bancaire, t'es allé voir une banque, quoi. Ouais. Parce que, alors, PNY, on a la particularité d'être très lent. Donc, nous, on a grosso modo ouvert 1 ou 2 restaurants par an. Et en fait, quand tu fais ça, on a préféré aller lentement pour pouvoir conserver notre qualité. Alors oui, je ne sais pas si vous connaissez PNY, mais nous, on est porté par le credo de faire les choses bien. Et en fait, quelque part, quand tu veux faire les choses bien, donc ça veut dire mettre le prix pour la matière première, bien payer ton staff, etc., tout ça, ça prend énormément de temps. Et ce qui est bien avec le crédit bancaire, c'est que c'est sur du long terme, c'est vraiment le business, j'allais dire, à l'ancienne, en bon père de famille. Donc tu es allé voir une banque, tu leur as dit avec ton associé, on veut ouvrir un restaurant de burgers dans la capitale. Voilà. Et ils t'ont suivi facilement? On en a vu 9. Ok. Pour qu'une, au final, se dise on y va. Parce que tu n'étais pas restauratrice, tu n'étais pas issue de ce milieu-là, tu étais fait une école de commerce, c'était pas non plus évident pour toi de te lancer dans ce milieu. Non, c'est pas évident du tout parce que c'était la première remarque qu'on nous faisait, c'est vous n'êtes pas restaurateur. Et donc, à force de pitcher, on a fini par en convaincre une. Et on a eu la chance qu'elle nous suive. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la banque, elle prend un nantissement sur le fonds de commerce. À ça s'ajoute une contre-garantie BPI. Et en plus, ils prennent caution perso. Alors, je sais qu'il ne faut pas dire oui à donner sa caution perso. Mais à un moment, quand tu n'as pas le choix... C'est ce que tu as fait? Ouais. Et alors? Je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Mais si ça s'était mal passé, je l'aurais là, quoi. Ça veut te dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu perds des plumes si ça ne marche pas? Oui, c'est ça. C'est ça. De l'ordre de combien de plumes? À l'époque, alors c'était il y a longtemps, mais je crois qu'on avait emprunté genre 500K. Donc on était 2, donc 250 par tête. Autant te dire que quand tu es étudiante, 250K par tête, je ne sais même pas comment la banque s'est dit qu'un jour elle allait être remboursée. Mais ça a marché. Résultat, oui. Ça a marché. Et pour les suivants, comment ça s'est passé? Et ensuite, les suivants, on a continué, nous, à faire en dette bancaire. Et puis, en fait, arrive un moment où, avec mon associé, à ce moment-là, je crois qu'on en avait 4 ou 5.
Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce qu'on met un peu un coup d'accélérateur? Et à ce moment-là, on s'est dit, on est jeune, je crois qu'on avait genre 30 ans, et on s'est dit, au pire, allons-y, on prend le risque, on fait tapis, on lève des fonds, on recrute un bureau, et advienne que pourra, quoi. Ok, on s'arrête là sur l'épisode. On va continuer évidemment le récit, mais avant ça, Ariane, je voulais te donner la parole sur ton choix, toi, de développement aux marmites volantes. Comment tu as développer ton projet, et quel est le choix que tu as fait pour te lancer? Le premier restaurant qu'on a ouvert, on a mis un tout petit peu d'argent chacun, pas mal de familles et d'amis. Vous étiez quatre associés? On est toujours associés. La table de capitalisation a un peu évolué, mais on est toujours tous les quatre. En tout cas, moi je suis opérationnel, les autres ne sont plus opérationnels, mais on est toujours actionnaires. Et en fait, on a dit, nous, on avait fait un BP avec un seul restaurant. On est quand même monté jusqu'à 3 après. Mais notre premier BP, c'est on va faire un restaurant autrement. Et le pitch, c'était on va faire un restaurant où on va être ouvert que le midi, en semaine, pour avoir une vie personnelle plus équilibrée. Dans le BP, ça passait pas tout de suite du tout. Donc tout de suite, dès le début, on a ajouté une autre ligne qui était de la livraison aux entreprises de petites marmites, qui sont des plateaux repas qu'on livre aux entreprises à vélo, dans des contenants consignés, avec de la vaisselle en dur, etc. Et donc au départ, pour identifier la somme que chacun allait mettre, on s'est aligné sur celle qui pouvait mettre le moins, entre guillemets. Donc chacun a mis 15 000 euros. En disant, justement, si on perd 15 000 euros, il y a peu d'enjeux, c'est quelques plumes, mais ça ne va pas nous porter pour toute la vie. La famille, et on a été chercher des banques. Plusieurs banques nous ont dit non, en disant, vous n'êtes pas restaurateur, parce que oui, entre nous 4, personne n'a été restaurateur. Il y en a quand même une qui avait un CAP cuisine, mais... ça, c'est un détail. Et finalement, la banque qui a accepté de nous financer, c'est la NEF, qui est une banque solidaire, qui a une sensibilité très forte au projet, avec des engagements environnementaux et sociaux, et qui en plus se substitue sur la caution. Donc on n'a pas eu de caution personnelle. Et c'est vrai que l'ambition, c'était de faire un resto, et c'était ça le projet. Puis finalement, on s'est développé, on en a fait un deuxième, puis on a fait un troisième qu'on a ouvert en janvier 2020, donc qui est une vie très très courte. Et puis en parallèle, on a développé une activité de restauration scolaire. Aujourd'hui, on livre des cantines scolaires à vélo, dans des contenants consignés, au départ d'une cuisine centrale qui est située à Saint-Denis. Et en fait, on avait ces deux activités-là, juste au moment du Covid. Et en fait, on a eu envie d'accélérer. En fait, nous, on avait beaucoup de sollicitations sur le scolaire pour se développer. Beaucoup d'écoles qui venaient nous voir, aussi des discussions sur des marchés publics. Et là, on était limité à vouloir aller voir les banques parce qu'en fait, la somme d'argent qui était nécessaire, à la fois pour financer un bureau avec quelques fonctions support et puis les pertes des premières années pour après pouvoir gagner de l'argent. Et en même temps, comme on est historiquement une structure de l'économie sociale et solidaire, la question de la rentabilité, de l'actionnariat, de la levée de fonds, c'est des sujets qu'il a fallu beaucoup défricher entre associés. Et on a fini par lever des fonds, décider d'ouvrir le capital, parce que c'était aussi la technique, c'était l'outil qui nous semblait le plus adapté. À l'époque, on cherchait 500 000 euros. Et donc en tout cas, c'est moi qui ai porté cette levée de fonds. Et j'ai cherché à rassembler des investisseurs qui comprenaient la notion d'impact et d'engagement qu'on avait dans l'entreprise. Et je lance la levée de fonds, on est en 2021, donc les restaurants sont fermés, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Les écoles ont fermé, mais beaucoup moins que les restaurants en proportion. Donc, notre activité de restauration scolaire, elle a été impactée, mais vraiment à la marge. On a beaucoup de demandes d'écoles, on est en train de se positionner sur une cuisine centrale. Et j'ai réussi à lever des fonds, j'ai même été sursouscrit, j'ai eu plus que ce que j'avais demandé. Tu peux nous dire combien tu as réussi à lever et comment? Au total, on a levé 750 000 euros. Et au capital, on a fait rentrer des business angels, donc des personnes individuelles. Pour certains, des entrepreneurs qui ont réussi et qui cherchent à investir leur argent pour soutenir d'autres entrepreneurs, mais aussi un ou deux amis, parce que j'avais un ou deux amis assez riches pour pouvoir investir, ça aide. Et puis on a ouvert sur une plateforme de financement participatif avec la démarche de dire finalement ouvrir à des actionnaires particuliers, c'est aussi ouvrir cette mystérieuse boîte noire qui est une entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise? Ça s'était déjà développé un petit peu, et puis nous, on a vraiment eu envie d'accélérer ça dans l'idée de la transparence. Et enfin, un fonds d'investissement
orientés sur l'alimentation durable et avec qui on a eu beaucoup de discussions sur le retour sur investissement, le temps dont on parlait tout à l'heure, sur quelle temporalité ils s'inscrivaient, qu'est-ce qu'ils avaient compris de notre activité. Et voilà, ça fait aujourd'hui 3 ans et demi. À l'époque, j'étais fière, mais je me disais, bon, ok, ils ont tous l'air d'être ok sur les enjeux de rentabilité long terme. On va voir dans la vraie vie, parce que c'est facile de dire oui. Et 3 ans plus tard, c'est des partenaires, des actionnaires qui comprennent les logiques dans lesquelles on est, qui ne nous poussent pas à aller plus vite que ce qu'on veut. Et c'est vrai que pendant la levée de fonds, j'ai croisé des investisseurs qui m'ont dit « Oh, mais ton business plan n'est pas du tout assez ambitieux, là. Il faut que tu fasses 2 restaurants par an, sinon on ne va jamais y arriver. » Je dis en fait, moi, je ne vais pas toucher mon business plan. Moi, mon business plan, il reflète le projet que je porte avec l'équipe de direction et les associés historiques. Et je ne vais pas le transformer pour vous. Donc, la question de rester droit sur son projet et de vendre, entre guillemets, de pitcher quelque chose qui soit réaliste, en tout cas à nos yeux, quoi. On reviendra justement sur un peu les lignes rouges que vous vous êtes peut-être fixées dans ce temps de levée de fonds. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez pas, quelle est votre boussole? Avant ça, Laurent, tu entends Ariane et Graphie parler. Comment c'est des profils d'entrepreneurs que tu pourrais accompagner. Tu peux prendre ce micro. Oui, d'ailleurs, je les ai rencontrés toutes les deux. Et elles ne t'ont pas choisi, hein. Je dis ça, je dis rien. Il faut comprendre que nous, une société d'investissement, on monte un véhicule, donc qu'on appelle un fonds, et dans lequel on a un engagement vis-à-vis des gens qui nous ont donné de l'argent à investir. Et cet engagement définit la taille de montant minimum, maximum, et le type de projet dans lequel on investit. Et donc, parfois, les projets peuvent être très intéressants, et c'est le cas pour ces deux projets que je connais bien, mais qui ne correspondent pas malheureusement à mon profil d'investissement. Je n'ai pas le droit d'investir chez eux. Pourquoi? D'abord, pour des questions de taille. Nous, par exemple, on a un véhicule où on met des montants minimums de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc, si vous voulez emprunter 8,5, 9, on peut regarder. Si vous empruntez 3, on ne peut pas regarder. C'est trop éloigné, vous savez, du contrat que nous-mêmes nous avons vis-à-vis des gens dont on investit l'argent finalement. Ça, c'est la typologie en fait des véhicules. Oui, c'est la typologie des véhicules. Et ensuite, on a également un biais sur l'impact durable. Donc, qui fait qu'on investit sur des projets qui ont un projet à l'intérieur sur préserver les ressources rares de la planète. Ça aurait pu coller. Oui, c'est pour ça. Ça aurait pu coller. Le projet de développement de Graphie également, puisque je l'ai rencontré quand elle est venue voir la première fois, et c'était trop petit. Voilà, donc il y a des sujets liés à la temporalité de notre propre société. À quel moment on a fait d'investissement, combien on en a fait, etc. Ou certains projets, on ne les fait pas parce que ça n'arrive pas au bon moment pour nous. Voilà, donc c'est des questions de temporalité, de rencontre au bon moment aussi avec les bonnes personnes. Exactement. Dans ton cas, Graphie, alors raconte-nous la suite de l'histoire au moment de la décision de lever des fonds. Donc vous aviez 4 ou 5 restaurants. C'est marrant ce que tu as dit sur l'investisseur qui a essayé de modifier ton BP. Nous, on a eu ça. Ça me fait rire parce que, pardon, à chaque fois j'entends bébé. Donc mais non, mais c'est drôle parce que c'est presque ça. Tu vas vous parler de BP, bébé, mon deuxième bébé. C'est presque ça. Mais c'est bien BP comme business plan. Et en fait, quand on lève des fonds, on fait une sorte de roadshow. Donc on rencontre plein de potentiels investisseurs à qui on pitch le projet. Et je me souviens d'un investisseur dont je ne donnerai pas le nom, mais qui, en premier rendez-vous, me dit vous savez, les frites maison, les clients ne font pas la différence entre les frites maison et les frites surgelées. Et je dis en fait, on va arrêter le rendez-vous là, parce que peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, mais quelque part, le job de PNY, c'est de faire des frites maison. Donc, je sais même pas pourquoi on perd ce temps-là. Donc, t'es parti? Ouais. Ok. Allez, star. Non, mais si le mec, au tout premier rendez-vous, tu sais, le moment où on se connaît, on te dit ça, tu te dis, bon, après, qu'est-ce que ça va être, quoi. C'est pas un bon match. Ouais. Et donc, le choix de l'investisseur, c'est crucial. En fait, il faut choisir des investisseurs qui partagent d'abord ta vision du monde avant
l'investisseur qui va partager ton BP, ta valo, ta renta. C'est presque un deuxième... c'est le deuxième rendez-vous, ça. Ouais. Alors, comment tu as trouvé Chaussures à ton pied? Alors, nous, on a vu moult personnes, et puis après, c'est un peu un jeu des deux côtés. Donc, à la fin, ça se resserre, t'en as qui drop, t'en as qui restent en lice parce qu'ils se disent on peut faire quelque chose, et puis après, tu fais des allers-retours de rendez-vous. Drop, ça veut dire qu'ils ne suivent pas? Oui, qu'ils ne suivent pas. Et puis, à un moment, il y en a un avec qui on s'est particulièrement entendu. Il voulait absolument faire le deal. Il était moins 10 ans, mais il s'est aligné. Enfin, tu vois, il était... Ouais. On dirait que tu parles d'une partie de poker. C'est un peu ça? Un petit peu. Ouais, et alors? Et du coup, je suis assez contente parce que, voilà, ça fait maintenant... La première levée de fonds, c'était en 2017. Donc, ça va faire 7 ans, là. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Donc, Et la cohabitation se passe bien? C'est quelle typologie de fonds qui t'a suivi? C'est un fonds assez classique. Nous, on n'est pas du tout dans le monde VC. C'est un fonds, pas de capital développement, mais beaucoup plus sur du long terme. Je crois qu'ils doivent sortir leur fonds en 2030, tu vois. Donc on a, on a de quoi voir venir. Parce que ça pourrait être des échéances beaucoup plus proches avec des attentes de résultats beaucoup plus pressantes, c'est ça? Oui, tu as des fonds qui veulent sortir en 4-5 ans. Ouais. Et ça, c'est vrai que sortir en 4-5 ans, c'est fou parce que souvent l'investisseur, il s'attend à faire, alors je parle sous ton contrôle, mais genre un x3, mettons. Eh bien, faire x3 quand tu es de la restauration en 4-5 ans, mais c'est délirant. Mettons que tu as 15 restos, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à 45-50 restos en 5 ans. Faire ça, c'est... Et tu as choisi plutôt doucement mais sûrement. Ouais. Et en fait, je pense que quelque part, vieille phrase de grand-mère, mais la quantité et la qualité, c'est difficilement conciliable. Et donc, nous, comme on s'est mis vraiment dans le créneau du premium, je ne me voyais pas ouvrir à tout va. Laurent et ensuite Ariane pour rebondir là-dessus. Non, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Graphique qui me semble très important. C'est on ne s'associe pas avec une entité, on s'associe avec des gens. Et donc avant, il faut passer beaucoup de temps avec eux pour savoir si vous partagez bien sûr les mêmes valeurs et la même vision de votre entreprise. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que votre associé, puisqu'il va devenir votre associé, donc même si c'est que pour un laps de temps, donc il peut aller de 4 à 10 ans par exemple, eh bien, il va être associé avec vous. Est-ce qu'il est d'accord sur l'horizon dès le départ? Bien sûr, tout peut changer, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais déjà dès le départ, quel est votre projet? Comment vous le définissez? Pour un restaurant, il y a une ambition de développement, il y a une ambition bien sûr de combien vous allez dépenser par restaurant, de décor, de capex, et il y a aussi une ambition de qualité. Voilà, moi je veux faire des burgers à 20 euros, c'est pas des burgers à 3 euros, c'est pas des burgers à 30 euros, mais et je veux faire des burgers à 20 euros avec une très bonne viande, un très bon pain, rien d'industriel et des frites maison. Et c'est ça mon projet. Et si jamais l'investisseur n'est pas d'accord avec ce projet, il a envie de transformer votre burger gastro en McDo. McDo est une très belle entreprise, mais c'est pas votre projet. Donc il faut bien discuter avec l'investisseur pour être certain que dès le départ, il n'y a pas un malentendu sur qu'est-ce que le projet. Voilà. Ça touche à justement cette question de la ligne rouge et de la boussole et de rester aussi fidèle à l'identité initiale du projet. Ariane, là-dessus? Oui, typiquement, nous, dans les discussions qu'on a eues avec les fonds d'investissement et avec des business angels, on a eu des discussions sur les dividendes. Est-ce qu'on était prêt à verser des dividendes? J'ai dit, mais sur le principe, j'adore. Moi, le jour où je verserai des dividendes à mes actionnaires, on aura bien servi l'entreprise, bien servi les parties prenantes et il restera de l'argent pour les dividendes. Mais c'est génial. Non, mais ce jour-là, c'est la fête, quoi. C'est-à-dire que, en fait, la question, elle est aussi, et quand on porte une entreprise très engagée, puisque nous, c'est notre ADN historique, hein, l'approvisionnement en produits bruts, la mobilité douce, on fait toutes les livraisons à vélo, les livreurs, ils sont salariés de l'entreprise, on est en temps consigné. Enfin, on s'est écrit comme ça, on est né comme ça.
en 2012. À l'époque, quand même, tout le monde nous a dit vous allez livrer des plats cuisinés à vélo, vous êtes complètement zinzin, ça ne va pas marcher. Bon, aujourd'hui, on dit ah, vous étiez pionniers, les contenants consignés, etc. Oui, oui, on n'a pas attendu le Covid pour faire du vélo et faire de la consigne. Mais c'est vrai que notre levée de fonds, elle est arrivée 7 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on avait déjà des restaurants, on s'est développé sans ça. Et la question de la rentabilité et de l'engagement, c'était au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a 2 ou 3, au bout du premier rendez-vous, au bout d'une demi-heure, on savait que ça n'allait pas le faire, quoi. Et c'est pas grave, il n'y a pas matière à se fâcher, juste de se dire bah, on n'est pas fait pour faire un bout de chemin ensemble. Et la question et la conviction, je pense, en tout cas, moi, c'est aussi ce que m'ont dit ceux avec qui on a signé, c'est que la conviction que j'ai portée pour dire moi, ce qui m'anime au quotidien avec l'équipe, c'est de démontrer qu'on peut être et rentable et engagé, et que ça ne s'oppose pas, et que on est une entreprise avec nous, les structures juridiques, c'est des SAS. Certes, on est labellisé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un agrément distribué par le ministère du Travail. Mais la rentabilité, c'est ça qui assure notre pérennité, la durabilité des emplois qu'on crée. Elle est liée au fait qu'on continue d'exister. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a 12 ans d'existence. Elle a traversé des moments difficiles, mais on a dû fermer. Enfin, moi, j'ai dû fermer des restaurants, avoir beaucoup de courage d'un point de vue social et économique, mais c'est ce qui était nécessaire. Je pense que la question de la confiance avec les financeurs, elle est aussi sur une forme d'honnêteté, en disant, bah, en fait, je vous promets pas x5 dans 5 ans. Voilà, le projet, c'est ça. Je suis prête à en discuter avec vous, puisque la question de l'engagement des entreprises à impact, et en particulier de la restauration engagée, c'est récent en fait. Des acteurs de la restauration engagée, il y en a peu, donc c'est pas comme si on avait un historique sur 50 ans derrière, en disant bah, on a eu plein d'expériences, il y a ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Nous, et heureusement, les Marmites ne sont pas les seuls, d'autres restaurants qui font bien et qui cherchent à lever des fonds, on écrit cette histoire-là. Et donc il y a aussi un peu de partir à l'aventure, de démontrer que c'est possible d'être rentable et engagé. Et moi, j'ai tenu ce discours-là depuis le début avec les financeurs qu'on a rencontrés. Et d'expliquer que moi, j'étais prête à tenir ça au rythme que j'avais envie de mener. Et pas en ouvrant 3 restaurants par an et en faisant des cuisines centrales à tout va, etc. Donc, je pense que l'idée de la rentabilité et de l'engagement, c'était très clair dès le départ dans mes discussions et dans ma présentation, dans mon deck de version 4 slides ou 12 slides ou 50 slides, suivant les interlocuteurs. Laurent, tu veux réagir ? Prenez cela comme un mariage. Ce n'est pas un concours de beauté dans lequel on va choisir la plus belle fille ou le plus beau garçon, mais c'est une personne avec qui vous allez vous marier. Donc, vous vous présentez, vous essayez de vous présenter sur vos meilleurs atouts quand vous allez au rendez-vous et faites un joli business plan. Mais vous devez aussi regarder, vous renseigner sur la société d'investissement, dans quoi elle a investi auparavant, bien regarder ces investissements, est-ce que vous les connaissez, et regardez également, essayer de rencontrer et de parler aux gens, aux dirigeants des sociétés dans lesquelles la société a investi. Parce que nous, quand on investit dans une entreprise, on va se renseigner sur vous, on va regarder vos comptes, on va parler à vos clients, on va parler à vos fournisseurs, on va faire un travail qu'on va essayer d'être très, très dense et très profond pour connaître très bien qui vous êtes et quelle est votre entreprise. Donc de l'autre côté, vous devez également faire le même travail. Quel est le fond? Pourquoi je choisis? Dans quoi ils ont investi? Est-ce que j'ai parlé aux dirigeants dans lesquels ils étaient? Quand ça s'est mal passé, pourquoi? Quand ça s'est bien passé, pourquoi? Est-ce que les gens sont contents de les avoir à leur capital? Vous devez quand même faire ce travail pour ne pas vous tromper aussi de votre côté. Parce que vous ne vous mariez pas uniquement avec le plus joli garçon ou la plus jolie fille sans avoir échangé avec lui. C'est la même chose. La comparaison est parlante. La question, donc après, une fois que ce mariage a eu lieu, la gouvernance. Donc, est-ce que vous avez senti une différence dans votre manière de gérer votre entreprise? Parce que j'imagine qu'il y a la volonté d'être droit dans ses bottes, de toujours faire les choix par rapport à son idée initiale. Et il y a la réalité aussi des attentes des investisseurs. Est-ce que vous avez senti une différence avant, après, dans votre manière de gérer et de prendre les décisions? Oui. Mais en effet, je pense que c'est tout un jeu entre rester droite et en même temps écouter ces mecs qui... je dis ces mecs parce qu'en vrai, il n'y avait que des mecs. Écouter ces mecs qui en ont vu plein par ailleurs et qui te disent là quand même fais gaffe machin. Donc c'est naviguer entre les deux sans se laisser complètement bouffer par eux parce que
c'est ton business, ils ne sont pas en day-to-day chez toi, mais pas non plus les ignorer parce que moi, je pense qu'on s'enrichit vachement de toutes ces personnes qu'on rencontre. Et concrètement, c'est quoi? C'est des réunions? À quelle fréquence? C'est quoi la réalité de lien avec eux? Alors nous, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. C'est une réunion tous les 3 mois. Celle de la fin de l'année, elle est un peu plus longue parce qu'on fait le budget, tout ça pour l'année suivante. Mais c'est complètement acceptable. C'est vrai que par ailleurs, moi j'ai pas mal de potes entrepreneurs qui ont des rythmes beaucoup plus fréquents, qui vont avoir voire un board mensuel, voire des calls toutes les semaines. Nous, on a la chance, on n'est pas du tout dans ce délire-là parce que, encore une fois, on est sur un temps tellement long qu'il n'y a pas besoin de mettre cette espèce de pression à la semaine, quoi. Et de ton côté, Ariane? Oui, ça fait aussi partie des questions qu'on pose avant de se marier. Hein. C'est tous les combien on va se voir, quelles sont vos attentes. Moi, c'est aussi, et aussi lié à l'activité, quoi. La restauration, c'est un métier extrêmement prenant. Il y a beaucoup d'opérationnels, il y a beaucoup de terrain. Donc, produire des chiffres et des reportings, si on fait ça, on ne fait pas autre chose, quoi. On ne fait pas de ressources humaines, on ne fait pas d'amélioration des ratios de matières premières, etc., etc. Donc, il y a aussi, d'où aussi l'intérêt de parler avec les fonds, de comprendre d'aller voir s'ils connaissent bien ce métier-là, ou si c'est une première pour eux, et du coup, est-ce qu'ils sont prêts à apprendre aussi des choses sur ce métier-là. Donc, exiger du reporting tous les mois quand on est en restauration, c'est du coup sortir le dirigeant de l'opérationnel et le mettre dans les chiffres. Ça peut être un choix, mais en tout cas, nous, on a un comité stratégique par trimestre. Et en fait, au-delà de l'argent, et ça, c'est vrai que moi, c'était ma première levée de fonds, hein, donc je veux dire, je n'ai pas du tout expérimenté. J'ai beaucoup écouté ce qu'on me racontait et on m'a dit, oui, ils vont amener de l'argent, mais ils ne vont pas amener que ça. Et c'est vrai, moi, je dirige seule l'entreprise depuis 6 ans. Et d'avoir un board avec qui je discute des sujets, avec qui je raconte aussi, je leur pose des questions. Moi, mon dernier slide, à tous mes comités stratégiques, il y a les questions au board. Et ça peut être des questions, il y a des questions stratégiques, mais il y a aussi des questions sur une stratégie bancaire, il y a une banque avec qui on a du mal à avancer, est-ce que vous avez d'autres recommandations de banque? C'est aussi les investisseurs, des gens qui fournissent autre chose que de l'argent. L'argent, c'est au démarrage, mais après, c'est aussi des partenaires pour réfléchir. Et en particulier quand on est seul, j'ai certes un comité de direction avec les salariés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est complémentaire. Donc, si sur certains sujets, l'ensemble du comité dirait franchement, Anne, on est un peu sceptique là, on n'a pas très bien compris, on trouve qu'il y a beaucoup de risques. Du coup, je me dis, ok, il y a quand même un gros drapeau orange de leur part, faut peut-être pas y aller. Et à l'inverse, s'ils nous disent, ouais, franchement, super idée, vas-y, on te suit, etc. Voilà, c'est une manière d'avancer ensemble. Je pense qu'il y a vraiment un truc il y a l'argent, et quand on lève les fonds, et puis ce qui est médiatisé, c'est on a levé 1 million, 2 millions, 10 millions et tout. Ok, l'argent, c'est indispensable, mais en fait, une fois que l'argent est sur le compte bancaire, en fait, il y a la vie quotidienne. En fait, il y a une fois qu'on est marié, qu'est-ce qui se passe au quotidien, combien de fois on se parle, qu'est-ce qu'on attend des gens. Et peut-être j'ajouterai une chose. Moi, on m'avait aussi dit, essaye de composer, idéalement, dans tes investisseurs, avoir des gens de profils différents. Il peut y avoir des gens qui connaissent le métier, d'autres qui ne le connaissent pas et qui sont plutôt là avec des finances, qui sont des purs financeurs, si je puis dire, même si j'adhère au projet. Parce que les financeurs, on peut aussi les solliciter pour leur expertise, pour leur réseau, pour faire avancer l'entreprise. Et ça aussi, c'est un très bon conseil, puisque à la fois dans mes financeurs et dans le comité stratégique, parce que je n'ai pas tous les financeurs au comité stratégique, c'est un panel de gens sur lesquels je peux m'appuyer et que je sollicite sur des sujets diversifiés. Et ça, c'est important aussi, je pense, en termes, au-delà de l'argent, ils apportent d'autres choses, ces gens-là. En tout cas, il faut les choisir pour ils apportent d'autres choses, je pense. Laurent, comment tu fonctionnes, toi, avec les entrepreneurs que tu finances? Nous, on est extrêmement actifs et présents auprès des entreprises que l'on finance. D'abord parce qu'on a aussi un profil de l'équipe où il y a beaucoup de gens qui, comme moi, viennent du métier de l'entreprise et qui ne viennent pas donc du monde de la finance. Et deuxièmement, on est aussi souvent investisseurs majoritaires, voire on rachète des entreprises à 100%, mais ça nous arrête d'être minoritaires. Mais dans tous les cas, on est des gens qui sommes présents. Donc on parle aux dirigeants et à ces équipes, je dirais, le plus souvent possible. Donc toi, c'est quasi toutes les semaines? Oui, c'est pas quasi toutes les semaines, c'est au minimum toutes les semaines. Et je peux parler j'ai des dirigeants qui m'appellent
régulièrement quand ils ont des problèmes pour échanger parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont besoin d'échanger et parce qu'on va leur amener une compétence. Ils ont besoin d'embaucher quelqu'un, on peut les aider. Ils ont des rendez-vous avec la banque, ils veulent les préparer. Ils ont des sujets, c'est pas seulement du reporting, c'est-à-dire regarder froidement des chiffres, mais c'est quand même une présence active et intelligente auprès du côté du dirigeant pour l'épauler, l'aider et lui permettre d'aller plus loin, voire faire des rendez-vous avec des clients pour lui présenter des clients. Donc nous, on est vraiment là comme un associé. Ça ne veut pas dire qu'on prend la décision. La décision, elle reste la décision du dirigeant. La vision stratégique, elle reste la vision stratégique du dirigeant. Mais en revanche, on est capable de l'accompagner pour l'aider dans des sujets sur lesquels il peut être un peu plus faible. Également, on investit dans des sociétés qui ont plutôt la taille de celle de Graphie que les marmites volantes. Mais, donc les dirigeants ont quand même du temps à nous consacrer. Mais je connais aussi bien le directeur marketing que le directeur financier, que les dirigeants dans les entreprises, que le directeur commercial. Est-ce que vous avez des... Je suis lourd, quoi. Voilà, je suis un investisseur. C'est ce genre il faut me gérer, quoi. Quand même. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des partages d'expériences? Ouais, j'arrive. Bonjour. Vous parliez notamment des difficultés que vous aviez rencontrées liées au fait que vous n'aviez pas de background de restaurateur. Dans quelle mesure est-ce que c'est un vrai frein et comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ou gommer ce frein-là? Du coup, nous... Alors, au début, la famille et les amis, qu'on n'ait pas de background de restauration, ils sont passés outre. Et la banque qui nous a financés, elle, ça lui posait pas de problème. Et la levée de fonds, c'était au bout de 7 ans. Donc, on avait fait nos preuves. On venait, quelque part, je ne pouvais plus dire que je ne venais pas de la restauration. Ça faisait 7 ans que je faisais de la restauration. Donc, y a... Mais moi, j'ai l'impression, et c'est ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, après le Covid et dans la situation actuelle, il y a des freins de plus en plus forts à financer des primo-accédants à la restauration parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs qui n'étaient pas forcément liés aux gens, d'ailleurs, malgré eux. C'est plutôt l'environnement et il y a des restaurateurs qui ont fait faillite vraiment en raison du Covid. Donc, je pense que, en tout cas, moi, dans les discussions que j'avais avec les fonds, le dirigeant, il a autant d'importance que le projet. Donc, la question de comment on raconte les choses, comment on est lucide sur ses faiblesses en disant ok, ça je suis moins. Typiquement nous sur notre activité de restauration collective scolaire, on était beaucoup moins armés que de la restauration et du coup j'ai eu des discussions. J'ai dit oui, je sais moins, mais par contre je discute avec des gens qui sont dans cet univers-là et puis je voudrais faire rentrer quelqu'un au bord qui est de cet univers-là. On est plus débutant en restauration collective qu'en restauration commerciale. Donc, en tout cas. Moi, c'était aussi l'honnêteté et la transparence, mais beaucoup d'énergie et montrer que sur la restauration commerciale, j'avais appris le métier et que donc j'étais prête à l'apprendre sur la restauration collective. Mais j'ai l'impression que le contexte est un tout petit peu différent aujourd'hui quand on lève des fonds pour la restauration, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 3-4 ans. Mais bon, je ne sais pas si, Laurent, par rapport... Aujourd'hui, c'est encore différent de comment c'était même avant le Covid, quoi. Actuellement, bien sûr, c'est difficile puisque l'économie dans les métiers de bouche... avec l'augmentation des prix de matières premières, etc., rend les choses difficiles. Mais le sujet de est-ce que je suis restaurateur, est-ce que j'ai besoin d'être un chef ou un restaurateur pour monter un restaurant, ça dépend de la taille de votre projet, ça dépend de votre expérience. C'est pas si c'est pour monter un restaurant familial que vous allez tenir avec votre conjoint, si ni l'un ni l'autre n'avait travaillé dans la restauration, ni l'un ni l'autre ne savait cuisiner, ni l'un ni l'autre ne savait accueillir des clients, la probabilité que vous y réussissez la première fois est plus faible. Oui, je pense que tout le monde s'accorde à ça. Moi, je me suis associé avec Alain Ducasse en 98. Je n'avais jamais géré, je ne connaissais le restaurant que comme client. Mais bon, j'avais un associé qui connaissait un tout petit peu la cuisine. Donc, ça a aidé. Mais pour vous donner une anecdote, quand, avec Alain, on a décidé de créer des chocolats Alain Ducasse, on avait une jolie entreprise, on avait une certaine expérience de la gestion des projets. Quand je suis allé voir une banque pour nous financer notre projet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des banquiers qui nous financent parce qu'ils avaient mis Ducasse dans une case de chef. Ils disaient, vous ne savez pas faire les chocolats. J'ai dit, écoutez, oui, on sait faire les chocolats. On sait faire les chocolats, on sait gérer une équipe, on sait gérer une marque. Ouais, c'est notre métier. Notre métier, c'est
Ah non, non, vous ne savez pas faire les chocolats, je ne vais pas vous remettre de l'argent. Donc vous voyez, ça arrive à tous les niveaux, ça arrive à tout le monde. Donc à un moment donné, il faut montrer en quoi vous êtes capable de mener à bien le projet que vous demandez aux gens de financer, tout simplement. Et Graphi, j'ai connu leur projet au départ quand ils ont commencé à chercher de l'argent. Ils avaient une implication telle dans l'entreprise où elle faisait avec son associé régulièrement les services. Elle savait parler de restauration. Elle n'avait pas fait des études de restauration. Elle n'avait pas travaillé dans la restauration, mais quand elle a cherché de l'argent, je vous assure qu'elle savait parler de restauration. Est-ce qu'il y a une autre question? Yes, j'arrive ensuite. Moi, j'ai une question pour vous, Laurence, sur le type de profil des gens qui vous confient leur argent. Parce qu'on parle de restauration durable, on parle de baisser un peu la rentabilité au profit de plus d'engagement. Ça fait aussi partie des critères dans votre portefeuille d'investissement. Est-ce que les personnes qui viennent vous voir, vous voyez une évolution dans les profils en se disant, en fait, je ne veux pas maximiser ma rentabilité, mais je suis prêt finalement à gagner un peu moins au profit de projets plus vertueux pour l'environnement et pour la société? Alors, je ne crois pas en l'idée de gagner moins. Et je pense que quand on pose le problème tel que vous le posez mal. Le sujet, c'est le fait d'être plus respectueux, d'avoir un projet qui a de l'impact, doit permettre de gagner plus d'argent. Et tant qu'on ne se met pas ça dans la tête, on n'y arrivera pas. Parce que si on ne comprend pas que le consommateur d'aujourd'hui s'attend à ça, et que si vous ne faites pas ce travail-là, votre entreprise vaudra 0 dans 5 ans, ou vaudra 0 dans 10 ans, vous n'avez pas compris. Donc moi, je ne dis jamais à un investisseur, c'est parce qu'on fait attention au sujet de développement durable, on fait attention au sujet d'impact, vous allez avoir un rendement moindre. Moi, je dis le contraire. Moi, je dis que l'on investit dans des entreprises qui ont cette sensibilité-là. Peut-être qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et qu'on va les aider à transformer leur entreprise pour être plus vertueuses dans leur choix des fournisseurs, dans la manière dont ils gèrent le personnel, parce que sinon, demain, ils n'auront plus de clients. Donc moi, je pense que c'est un facteur de valeur ajoutée. Et nous, notre apport, c'est nous, on connaît bien ces sujets-là et on va aider le dirigeant qui le connaît moins à les mettre en place. Mais je ne pense pas que les deux soient incompatibles. Moi, je pense le contraire. Tu veux ajouter quelque chose, Ariane? Oui, en tout cas, c'est très satisfaisant d'entendre ce discours-là. Je ne suis pas étonnée parce que French Food Capital est aussi positionné là-dessus, mais c'est vrai que la question de l'engagement et de la rentabilité, en tout cas déjà parler d'engagement en même temps que rentabilité, déjà ça c'est une première étape. Si encore plusieurs années on parlait que de rentabilité et l'engagement c'était vraiment... Donc aujourd'hui le fait de parler des deux, et effectivement l'enjeu c'est qu'on arrive à faire bouger les lignes de la restauration pour que être engagé ça permette... qu'en tout cas on fait la démonstration qu'engagé et rentable c'est possible ensemble. Et que c'est aussi la question de la rentabilité, c'est comment on la partage. C'est-à-dire que clairement, c'est clair que par rapport à d'autres modèles, et en particulier de la restauration collective, moi aujourd'hui, en bas, là, je maximise pas la dernière ligne en fait. Parce que j'ai pas promis 10% à tous mes actionnaires à la fin du mois, ni à la fin de l'année. Donc ça veut dire que j'ai un objectif de rentabilité, et aujourd'hui on y est, mais entre-temps on a pris soin des salariés, pris soin des fournisseurs, pris soin des parties prenantes, trouvé les bons partenaires, etc. Et que donc c'est aussi une question de la répartition de la valeur, une fois qu'on a fait le chiffre d'affaires, où est-ce qu'on dépense l'argent en gardant pour de la rentabilité, sinon on n'existera pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, la question de la pérennité, de la durabilité, au sens temporel, il est fondamental. Donc c'est nécessaire et c'est heureux qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de fonds d'investissement qui parlent de ça. Après, il y a ceux qui le disent, puis il y a ceux qui se contentent d'un petit coup de peinture verte, et puis il y a ceux qui sont dans un engagement beaucoup plus profond pour accompagner aussi les entreprises de leur portefeuille à faire plus, à faire mieux, et à dire ok, on va être peut-être moins rentable cette année, mais parce qu'on va faire évoluer certaines pratiques dans l'entreprise, alors on sera mieux l'année d'après, et c'est de l'investissement. Je pense que ça, c'est vraiment des sujets fondamentaux qui ne sont pas que liés à la restauration, mais qui doivent absolument infuser dans la restauration aussi. On va prendre une dernière question. Bonjour et merci pour vos témoignages. J'avais deux questions en une. C'était de savoir où est-ce qu'on vous trouve. Parce que vous dites par exemple que vous ne financez pas en dessous de 10 millions. Par exemple, moi je veux moins de 10 millions, je vous trouve où? Et comment on peut savoir, enfin comment on peut faire confiance à ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui sur Internet on trouve tout et rien. Et moi qui suis entrepreneur, c'est des questions que je me pose pour l'avenir et je ne sais pas où vous trouver. Donc,
Il y a une association. Donc, quand vous êtes un fonds d'investissement, vous êtes géré par l'AMF, comme une boîte cotée en bourse. Et donc, pour être géré par l'AMF, pour être un fonds d'investissement, vous avez l'obligation d'appartenir à une association professionnelle. Donc, il y a l'AFIC, qui est l'association professionnelle des investisseurs, donc qui s'appelle France Invest aujourd'hui, qui vient de changer de nom. France Invest, qui est l'association professionnelle des investisseurs en capitaux. Et sur France Invest, vous avez tous les professionnels de ce métier. Voilà, donc déjà, ça répond à votre question. Nous, quand je disais qu'on n'investit pas en dessous de 10 millions, maintenant, on a un véhicule qui permet justement d'investir des montants qui vont de 3 à 10. Et donc là, sur notre site, c'est très, très expliqué sur quels ont été nos investissements et dans quoi on investit aujourd'hui. Et juste pour rebondir à votre question, une des principales protéines aujourd'hui qu'on utilise en France dans les fast-food et dans les restaurants, c'est le poulet. Votre poulet, il vient d'où? Vous pouvez l'acheter aux Philippines, hein, le poulet aujourd'hui. Aux Philippines, le poulet, il n'est pas très cher. Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas très cher aux Philippines? La main-d'œuvre est moins chère et il y a plus de poulets par cage. En fait, ils ne respectent pas la réglementation européenne parce qu'ils sont philippins et donc ils n'en ont rien à battre. Mais vous avez le droit d'acheter du poulet aux Philippines. Et donc, si vous mettez du poulet aux Philippines dans Burger King et que ce qui n'est pas le cas, hein, je dis, et que demain, il y a un article de journal et que le journaliste dit tout le poulet vendu chez Burger King, il vient des Philippines, et bien vous n'avez plus de clients. Donc notre travail en tant que fonds, c'est de regarder d'où viennent les produits, parce qu'on parle de produits alimentaires, et de faire ça comme aussi une analyse de risque, en disant mais là tu ne peux plus faire ça mon grand, parce que si tu fais ça, parce que tu es une petite boîte et tu n'es pas Burger King, donc le journaliste il ne regarde pas tous les jours ce que font les petites boîtes, mais un jour tu vas grandir et ils vont voir que ton poulet il vient des Philippines, et donc tu vends de la merde au client, et le client il n'a plus envie de bouffer de la merde, et donc ta boîte elle ne vaut plus rien. Donc c'est pour ça que je dis vraiment sincèrement qu'on ne peut pas mélanger les deux sujets, rentabilité et faire les choses proprement, correctement, parce que c'est ce que veut le client. Et parce qu'on parle quand même de nourriture, on ne parle pas de construction, on parle de sujets sérieux, c'est les choses que l'on ingère. Donc je pense que c'est encore plus prégnant dans notre industrie de l'alimentation au sens large, peut-être que dans d'autres industries. Mais je pense que dans le cosmétique, c'est aussi important parce que vous allez vous mettre des produits sur la peau. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ça où c'est plus important que d'autres, ces sujets de développement durable, comme on dit, et d'impact, de manière sincère, je veux dire. Sinon, votre boîte, elle ne vaudra rien, c'est ce que je... Donc, et nous, on est investisseurs, on ne veut pas que la boîte, elle ne vaille rien demain, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps le gars va s'apercevoir que vous faites quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Un mot de la fin, Graphie, est-ce que tu veux compléter, conclure? Non, le mot de la fin, c'est tout simplement ce qu'on dit depuis le début, je crois, c'est bien choisir ses partenaires. C'est au final pas beaucoup plus que ça, quoi. Des mecs qui partagent votre vision, qui sont prêts à faire un bout de chemin avec vous, et voilà. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus, merci à vous également de nous avoir écoutés. On fait une petite pause, je vais aller manger et on se retrouve dans une petite heure pour parler d'un sujet connexe qui est lancer son restaurant et une boîte à outils pour réussir. À tout de suite.